Bienvenue sur cette deuxième vidéo concernant les constituants de la matière. Nous avons vu dans la première vidéo de quoi est constituée la matière. Nous avons donc parlé de l'atome et des particules qui le constituent. Nous allons nous intéresser à la quantification de cette matière. Nous savons maintenant que l'atome est de très petite taille. Pour pouvoir le manipuler, il faut le ramener à une dimension mesurable. Pour cela, Avogadro a établi un nombre qu'on appelle nombre d'Avogadro et qui est égal à 6023 10 puissance 23 et a introduit la notion de mole d'atome. La mole est tout simplement la quantité de matière d'un système contenant Na entités identiques, c'est-à-dire 6023 10 puissance 23 entités identiques. Ces entités peuvent être des atomes, des ions, des molécules. C'est-à-dire que si on dit qu'on a une mole d'atome, cela voudrait dire que nous avons 6023 10 puissance 23 atomes dans cette mole-là. La masse en grammes d'une mole d'atome est appelée masse molaire atomique. Exemple, pour le carbone, nous avons la masse d'une mole d'atome de carbone qui est de 12 grammes et nous écrirons donc 12 grammes par mole. De même pour l'oxygène, une mole d'atome d'oxygène pèse 16 grammes et donc la masse molaire atomique serait de 16 grammes par mole. La masse molaire moléculaire est la masse en grammes d'une mole de molécule. Elle est exprimée en fonction de la masse molaire de chacun des atomes qui la constituent. Prenons l'exemple de l'eau. La masse molaire moléculaire de H2O est égale à 2 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène plus la masse molaire atomique de l'oxygène, ce qui nous donne 18 grammes par mole. Nous avons donc pour une mole de molécule d'eau qui renferme donc 6023 10 puissance 23 molécules d'H2O, une masse qui est égale à 18 grammes. Nous avons vu lors de la précédente vidéo que l'atome est constitué de petites particules, le proton, le neutron et l'électron. Leurs masses sont très petites. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 27 en kilogrammes pour le proton et le neutron et de l'ordre de 10 puissance moins 31 kg pour l'électron. Afin d'éviter l'utilisation de puissance négative, on va utiliser un système d'unités relatives, unités de masse atomique, mieux adapté aux grandeurs mesurées. Dans ce système, la masse de l'isotope pur le plus abondant est pris comme référence, c'est le carbone 12. L'unité est l'UMA. Un UMA est défini comme étant 1/12e de la masse d'un atome de carbone 12. Nous savons que la masse de un atome de carbone 12, c'est-à-dire la masse d'une mole d'atome de carbone 12, est de 12 grammes. Si on veut calculer la masse d'un atome de carbone 12, il suffira de diviser les 12 grammes par le nombre d'atomes contenus dans une mole, c'est-à-dire par le nombre d'Avogadro. Donc la masse d'un atome de carbone 12 est égale à 12 sur le nombre d'Avogadro en grammes. De ce fait, nous aurons donc l'UMA qui sera égal à 1/12e fois 12 sur le nombre d'Avogadro, ce qui nous donne 1 sur le nombre d'Avogadro en grammes. Lorsqu'on calcule cette valeur, nous aurons 1,66 10 puissance moins 24 grammes ou 1,66 10 puissance moins 27 kg. Remarque très importante. La valeur numérique de la masse molaire d'un élément, exprimée en grammes par mole, est égale à celle de la masse atomique de cet élément, exprimée en UMA. Pour comprendre cela, nous allons voir deux exemples. Un atome d'hydrogène a une masse de 1 UMA. Une mole d'atome d'hydrogène a une masse de 1 gramme. Nous constatons que la valeur est la même, c'est 1 pour les deux, mais pour l'atome, c'est l'UMA. Pour la mole, c'est le gramme. La même chose pour l'oxygène. Un atome d'oxygène a une masse de 16 UMA. Une mole d'atome d'oxygène a une masse de 16 grammes. Ceci est valable pour tous les éléments du tableau périodique. Je vous invite à regarder un tableau périodique. Vous constaterez que les masses sont données sans unité. Cela dépendra du fait qu'on parle d'atomes, et là on mettra UMA,
ou mol d'atome, et là on mettra grammes. Nous avons vu lors de la première vidéo qu'un élément X est caractérisé par son numéro atomique Z. C'est une caractéristique d'un élément. Nous ne pouvons pas avoir deux éléments qui auront le même Z. Un élément naturel, toutefois, est en général composé de plusieurs nucléides de masse différentes. Ce sont des isotopes. Les isotopes sont des atomes d'un même élément qui se diffèrent par le nombre de neutrons et ont le même nombre de protons. Comme le nombre de masses est égal à Z plus N, ils ont donc des nombres de masses différents. Exemple, si on regarde la famille de l'hydrogène, elle est composée de l'hydrogène H1,1, du deutérium H2,1 et du tritium H3,1. Le Z est identique pour les trois, il est égal à 1, mais le A est différent. Ceci est dû au fait qu'ils possèdent des nombres de neutrons différents. Chacun de ces isotopes existe avec un certain pourcentage. C'est ce qu'on appelle aussi abondance relative. Les propriétés chimiques des isotopes sont identiques parce qu'ils possèdent même nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire les électrons de la dernière couche. Nous reviendrons plus en détail sur les électrons de valence lors d'un prochain chapitre. Mais ils possèdent des propriétés physiques différentes, telles que la température d'ébullition, la température de fusion, parce que ces dernières dépendent de leur masse et ces masses sont différentes. Pour calculer la masse atomique de l'élément naturel, en tenant compte de tous les isotopes, on l'appelle aussi masse atomique moyenne, on tient compte des masses et des pourcentages de chacun des isotopes et on utilise la formule suivante. C'est égal à la somme donc des XI-MI sur la somme des XI, avec XI pourcentage de chaque isotope I et MI la masse de chaque isotope I, sans oublier que la somme des pourcentages est égale à 100. Prenons l'exemple d'un élément qui possède trois isotopes A, B et C, de masses respectives Ma, Mb et Mc et de pourcentage Xa, Xb et Xc. La masse moyenne sera calculée grâce à la formule suivante en faisant la somme des produits pourcentage masse atomique de chacun des isotopes divisé par la somme des pourcentages, en n'oubliant pas que la somme de ces pourcentages est égale à 100%. Nous avons vu précédemment que le noyau de l'atome était très condensé. Il était formé de particules neutres, les neutrons, et de particules chargées positivement, les protons. La question qu'on va se poser, comment un tel ensemble peut évoluer et quelles sont les lois qui vont en découler? Prenons l'exemple du noyau d'hélium. Ce dernier est constitué de 2 protons plus 2 neutrons. Lorsque nous calculons la masse des nucléons, c'est-à-dire la masse des protons plus la masse des neutrons qui constituent ce noyau, nous constatons qu'elle est supérieure à celle du noyau d'hélium. La réaction nucléaire s'accompagne donc d'une perte de masse, qu'on appelle aussi défaut de masse. Ce dernier est calculé en faisant la différence entre la masse réelle du noyau et la masse des nucléons qui le constituent. Cette perte de masse se retrouve sous forme d'énergie qu'on calcule grâce à la relation d'Einstein, delta E égale delta M C carré, avec C, vitesse de la lumière. Cette énergie est appelée énergie de cohésion du noyau. Lors du calcul de cette énergie, il ne faut surtout pas oublier de convertir le delta M qui est donné généralement en UMA en kilogrammes pour obtenir votre énergie en joules. Le signe moins devant la valeur de delta M et delta E indique que nous avons une perte de masse et d'énergie lors de la formation du noyau. Vous constaterez que la valeur de l'énergie delta E est de l'ordre de 10 puissance au moins 12 joules.
Il est plus commode à l'échelle de l'électron d'utiliser une unité d'énergie plus petite que le joule. On utilisera donc l'électron-volt. Cette énergie est celle d'un électron soumis à une différence de potentiel d'1 volt. Un électron-volt est donc égal à la charge de l'électron fois la ddP. Nous obtenons une valeur de 1,6 10 puissance moins 19 joules. Le mégaélectron-volt est un multiple de l'électron-volt. Il est égal à 10 puissance 6 électron-volt. Pour un delta M égal à 1 UMA, le calcul de l'énergie correspondante nous donne une valeur de 933,75 mégaélectron-volt. L'équivalent énergétique de l'UMA est donc 933,75 mégaélectron-volt. Vous pouvez utiliser cette correspondance pour le calcul de delta E lorsque vous avez un delta M en UMA. Nous allons maintenant parler de la stabilité des éléments. Parmi les 331 nucléides naturels, nous avons 284 qui sont stables, les autres sont radioactifs. Pour comparer la stabilité de deux nucléides qui ne possèdent pas le même nombre de nucléons, nous n'allons pas comparer leur énergie de cohésion, mais plutôt calculer l'énergie de liaison par nucléon. Celle-ci est obtenue en divisant la valeur absolue de l'énergie de cohésion par le nombre de nucléons, c'est-à-dire par le nombre de masses A. Plus cette énergie est élevée, plus votre nucléide est stable. Les noyaux stables ont une énergie de liaison par nucléon supérieure à 8 mégaélectron-volts. Nous pouvons également avoir un aperçu de la stabilité d'un nucléide en regardant ses nucléons, et plus précisément le nombre de ces nucléons. Les noyaux stables ont autant de protons que de neutrons. Le nombre de neutrons peut être supérieur à celui des protons, mais il ne doit jamais excéder 1,5 fois la valeur de celle des protons. Les noyaux instables ont un excès de neutrons qui est tel que n sur z est supérieur à 1,5. Voilà, c'est terminé pour le chapitre constituant de la matière. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo concernant les modèles proposés pour décrire l'atome.